Bonjour et bienvenue dans ce journal. Serez-vous couronné roi ou reine pour l'épiphanie? Surtout, serez-vous le gagnant ou la gagnante des lingots d'or mis en jeu dans les galettes du boulanger de Taverny? 11 lingots d'or sont à gagner d'une valeur de 200 à 400 euros. Brice Martinelli a rencontré un commerçant astucieux qui réalise un beau coup de pub et pourrait en même temps faire des heureux. Je vous donne un prix. Pour une bonne galette, il faut tout d'abord une bonne pâte feuilletée. Voilà. Puis appliquer délicatement un mélange de crème pâtissière et d'amandes avec un zeste de rhum, autrement dit, la frangipane. Soit le plus régulier possible. Ici, la recette n'a pas changé depuis plus de 40 ans. Elle s'est transmise entre les générations de chefs pâtissiers. Bonjour monsieur. Sylvain Joubert le sait, chaque année ces galettes des rois sont attendues. Bonne année, une bonne santé. Alors les équipes se relaient jour et nuit. En une semaine, on confectionne en moyenne 1500 desserts pour l'épiphanie. Je suis sur la fin, ouais. T'es sur la fin? Quelques galettes Alors encore tu as cuit combien de galettes ce matin? 105. 105 galettes ce matin? Si la notoriété des galettes de la pâtisserie Joubert s'est construite sur sa recette et son coup de main, cette année le patron a tablé sur un coup marketing. La fève à l'intérieur est un peu spéciale. 11 lingots d'or sont à gagner d'une valeur de 200 à 400 euros. Qu'est-ce qu'elle est spéciale cette fève? Alors voilà, donc c'est la fève gagnante, donc avec le numéro 5010 qui correspond à la gagnante de la semaine, donc pour gagner un lingot d'or de 5 grammes. Donc je pense que celle-ci va être mangée aujourd'hui et gagnée aujourd'hui. Déjà expérimentée par Sylvain Joubert l'année dernière en proposant des voyages, cette opération lui a permis de doper ses ventes et d'écouler 5500 galettes. C'est vrai que les gens ils mangent plus de galettes parce qu'il y a plus de chances de gagner quelque chose, donc c'est vrai que ça donne comme les ventes. Les gens reviennent quand même tout le mois, donc c'est vrai que ça marche vraiment du 2 janvier au 30 janvier. Et vous, monsieur, vous espérez gagner un lingot? Bien sûr. C'est pour ça que vous êtes là? C'est pour ça que je suis venu. Alors tous ses clients espèrent pour 2011 être sacré roi. L'espoir fait vivre, hein, c'est sûr. Des lingots d'or, j'en ai déjà eu un, moi. J'ai pas de chef au jeu, j'ai de la chef en amour. Les galettes Joubert valent de l'or, Plus on en mange, plus on a de chance de gagner. Une galette tous les jours. mais encore faut-il avoir de la chance. La Medven, moi. Et sachez que Jordan, que vous avez vu réaliser une galette, même des galettes dans le reportage de Brice Martinelli, eh bien, il a décroché le premier prix 2011 Île-de-France de la galette dans la catégorie salarié. Allez, politique maintenant avec la campagne des élections cantonales. Est-elle lancée? Lors de ses vœux à la presse, le président socialiste du Conseil général a déclaré vouloir faire des cantonales qui se déroulent en mars un référendum pour le maintien du Conseil général. Didier Arnal s'est dit inquiet de l'avenir des conseils généraux dans le cadre de la réforme territoriale voulue par le gouvernement et qui doit déboucher sur la création de conseillers territoriaux en 2014. Le président du Conseil général s'en est pris à la droite. On écoute Didier Arnal. Il ne faut pas mentir aux Valdoisiens. Il faudra tenir un langage de vérité. Est-ce que oui ou non, mon opposition, ici, l'UVO, est pour ou contre la suppression des conseils généraux? Si elle est pour, comme il semblerait, le silence semble acquiescer le soutien à la décision et à la loi votée par un gouvernement qu'ils soutiennent. Il faut qu'ils nous disent, il faut qu'ils disent aux Valdoisiens que dans cette campagne et dans les 3 ans qui viennent, ils seront des liquidateurs. Que l'opposition souhaite être un syndic de liquidation du Conseil général dans les 3 ans qui viennent. Je ne sais pas comment ils répondront aux demandes des associations, aux demandes des communes, aux demandes multiples qu'on peut avoir et aux politiques mises en place aujourd'hui par le Conseil général pour expliquer demain qu'il faudra supprimer, revoir, fonctionner autrement. Et on enchaîne avec la rétrospective économique de l'année 2010, l'année écoulée. Malgré la crise, eh bien, le Val d'Oise a enregistré tout de même de bonnes nouvelles. De la commercialisation de l'immeuble de bureau River West à Bezons, en passant par l'explosion des projets d'aménagement autour de l'aéroport de Roissy. Regardez cette sélection, elle est réalisée par Adrien Père.
Si l'année 2010 est encore marquée par les conséquences de la crise économique, certains territoires semblent épargnés, à commencer par le secteur de Roissy où les projets se multiplient, comme Autillet. Cette petite commune s'apprête à accueillir le Centre mondial des énergies nouvelles d'ici 2013. En février, le géant chinois des panneaux solaires est venu acter ce projet qui pourrait créer 10 000 emplois indirects d'ici 2015. Roissy est un site stratégique. Et pour les entreprises chinoises qui veulent entrer en France, c'est une porte qui bénéficie d'un accès très facile et dont le potentiel de développement est performant. Nous avons confiance en ce projet. Plus généralement, c'est tout l'est du département qui fourmille de projets. La Plaine de France, à cheval sur le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis, s'affirme de plus en plus comme un nouvel acteur économique majeur en Île-de-France. C'est vrai que dans le grand public, la notoriété, la réputation n'a peut-être pas encore suivi les grands projets de développement, mais je suis convaincu que ça va venir. Et c'est vrai que c'est ici que se font les plus grands projets de développement du Grand Paris. Seul bémol pour ce territoire à proximité de l'aéroport de Roissy, les transports. Certains projets comme celui pharaonique du groupe Auchan au Triangle de Gonesse sont d'ailleurs conditionnés à la réalisation de nouvelles lignes, comme le barreau entre les lignes B et D du RER. Et justement, du côté de Besançon, c'est l'arrivée prochaine du tramway reliant la ville à la Défense qui est à l'origine du nouveau dynamisme économique pour cette ancienne cité industrielle. Avec la commercialisation de l'intégralité des 64 000 m² de bureaux à River West et d'autres projets en cours, Besançon compte devenir le prolongement naturel du quartier d'affaires des Hauts-de-Seine. Mais aujourd'hui, la capitale valdoisienne du tertiaire reste Cergy-Pontoise. D'ailleurs, l'université s'est vue annoncer cette année son rôle futur de pôle européen de référence dans le domaine du diagnostic moléculaire, une discipline très novatrice qui permet notamment de mieux comprendre certaines maladies comme la sclérose en plaques. Autre secteur porteur, celui de la voiture électrique. À la pépinière d'entreprise de Neuville, plusieurs PME se sont associées pour porter le projet estampillé Green Business Moveco. Tout le monde connaît la Smart, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, c'est considéré comme une petite voiture dans laquelle vous pouvez mettre 2 personnes. Nous, dans notre projet, sur la surface d'une Smart, nous allons mettre soit 3 personnes et 1 m3 de chargement, 300 kg de charge, ou jusqu'à 6 personnes dans le véhicule. En mars, ce véhicule a été labellisé par le pôle de compétitivité automobile Moveo, une labellisation qui sonne comme une vraie reconnaissance pour ses concepteurs et un sérieux coup de pouce financier pour le développement du projet. Les premiers véhicules pourraient d'ailleurs être commercialisés dans un futur proche. D'un concept d'avenir, on passe à une institution, elle, bien installée. Le Casino d'Anguin, qui a célébré son centenaire en grande pompe, a certes enregistré une baisse de son chiffre d'affaires pour la 3e année consécutive, mais il reste le plus gros établissement en termes de chiffre d'affaires. Avec 150 millions d'euros de produits de jeu, le Casino d'Anguin devance ceux d'Aix-en-Provence, Lyon, Amnéville et Deauville. Et depuis cette année, Anguin n'est plus la seule ville du Val d'Oise à abriter un hôtel 4 étoiles. Le parc du château de Méry-sur-Oise a vu s'ouvrir en mai dernier un établissement de luxe de 70 chambres, dont 2 suites de prestige, un lieu plein d'ambition. On attend de devenir un lieu de référence, un lieu où les gens viennent pour le plaisir, parce qu'ils ont envie d'évacuer du stress de la région parisienne, et où ils viennent se ressourcer tout en travaillant, puisque on organise beaucoup de séminaires, ou pour se marier tout simplement. Un niveau d'activité retrouvé, des taux d'emprunt historiquement bas, il y a bel et bien des signes qui ne trompent pas. L'année 2010 est celle de la reprise de l'immobilier après la crise. Résultat, les prix de vente s'envolent à Paris et en petite couronne. Dans le Val d'Oise, les prix progressent d'environ 10% sur l'année. Enfin, une bonne nouvelle pour le secteur de l'hôtellerie-restauration qui emploie plus de 10 000 personnes dans le département. Le Val d'Oise compte de nouveau dans ses rangs un restaurant étoilé. On se souvient de l'étoile Michelin de la maison Cagna à Cormeilles-en-Vexin jusqu'en 2009. Depuis, plus rien à se mettre sous la dent pour les amateurs de la gastronomie élaborée. Un vide comblé depuis début mars avec l'attribution d'une étoile au chef Olivier da Silva et son restaurant, les Jardins d'Épicure, à Bray-Élu dans le Vexin. C'est même le seul restaurant étoilé d'Île-de-France en dehors de Paris. Du sport maintenant avec les filles du club de handball de Cergy-Pontoise qui accusent une nouvelle défaite lors de la 10e journée du championnat face au Havre. À la mi-saison, Stéphanie Zamet et Fabien Madigou font le point.
L'année 2011 ne commence pas sur les chapeaux de roue pour les handballeuses de Cergy-Pontoise. Si les protégés de Roques-Bedos n'ont pourtant rien lâché tout au long du match, leur panache et leur ténacité n'ont pas joué en leur faveur. Après une élimination en quart de finale de la Coupe de la Ligue en décembre dernier, les Kiwis s'inclinent face au Havre avec un résultat final de 26-27. Un écart qui laisse leur entraîneur particulièrement frustré. On était un peu dans l'expectative ce soir et c'est bien dommage parce que je crois qu'on a montré qu'on avait vraiment une grande capacité de pouvoir rester en première division. On avait ciblé ce match-là comme un joker. Ce n'était pas une primordiale. Ce qui nous laisse un peu un goût amer, c'est que ce soir, le match nul n'aurait pas été démérité. Sur le terrain, avec 3 buts d'affilée de l'arrière Aurélie Toua, l'équipe prend le large et va jusqu'à mener 14-10. De quoi mettre les supporters en alerte, mais très vite, les erreurs de jeu des Cergy-Pontaines donnent l'avantage à leurs adversaires. Score à la mi-temps, 15-17. Supérieures dans le jeu, les Kiwis mènent 26-25 à 5 minutes de la fin, quand elles échouent à 2 reprises sur des pénaltys. Des ratés qui les privent du match nul. Roques-Bedos mise sur l'arrivée de la Croate Vesna Horacek comme joker médical pour pallier son effectif réduit. On est une bonne équipe, un bon groupe. Là, c'est à nous pour travailler et pour faire les résultats et l'objectif qu'ils sont posés devant nous. Après 6 mois d'absence, Anne de Rolette fait son retour sur le terrain, tout comme Emma Bedos. 2 renforts importants dans la perspective de la lutte pour le maintien. On va peut-être apporter de la fraîcheur et tout notre regard extérieur de première partie de saison. Après, je sais qu'Emma va apporter énormément en défense. Pour l'instant, moi je seconde Anne-Sophie actuellement. On a encore 1 semaine et demie pour travailler ici les Moulineaux, donc je pense que ça va être positif pour nous deux. Désormais, les filles de Cergy-Pontoise n'ont plus le droit à l'erreur. Il faudra à tout prix gagner contre ici les Moulineaux la semaine prochaine. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur vonews.fr. À demain.